Alors en fait, c'est simple, si la connaissance c'est le nouveau pétrole, et j'ai plus ou moins essayé de tisser cette métaphore, de filer cette métaphore, même si, comme toute métaphore, ça a des limites, c'est pas parfait. On a vu le simple fait que ce soit des échanges à somme positive, change un peu la donne. Je vais faire aussi une parenthèse juste sur ce point-là. Je vous ai parlé des conflits. En fait, il faut se rappeler que l'origine de la violence, une des origines biologiques de la violence les plus fondamentales, c'est que les échanges de matière sont à somme nulle. Et oui, pourquoi un chien va grogner sur un autre chien s'il se rapproche de son os? Parce qu'il sait que si l'autre chien lui prend son os, ça en fera moins pour lui. Pourquoi un chat va siffler sur un autre chat s'il le voit sur son territoire? Parce qu'il sait que si l'autre chat arrive sur son territoire, ça fera moins de souris pour lui à l'année. Donc en fait, le fait que les échanges de matière soient à somme nulle est une des origines biologiques de la violence. C'est un truc incroyable quand on y pense. On croit souvent que une des origines des guerres, une des origines les plus fondamentales des guerres dans le monde, bien sûr, ce sont les religions, c'est-à-dire en général les dissonances cognitives, le fait que des populations ne soient pas du même avis sur leur interprétation du monde. Et c'est vrai que ça joue un rôle fondamental, typiquement la guerre froide. Et pas seulement l'aspect religieux, puisqu'après tout, le communisme et le capitalisme n'étaient pas des religions en soi, même si certains sociologues disent en fait si, ça y ressemble à beaucoup d'égards. Mais une des origines les plus fondamentales, si ce n'est la plus fondamentale de la violence, c'est que si je partage une pizza avec vous, ça en fait moins. S'il y a 10 personnes de plus, chacun aura un dixième de pizza. Alors qu'un dixième de masterclass, ça n'est pas un calcul logique quand on veut transférer une masterclass à plusieurs personnes. Donc si j'invite 100 personnes de plus à un repas de connaissances, ça ne fait pas une portion plus petite pour chacun. Mais si j'invite 100 personnes de plus à un repas physique, ça fait une portion plus petite pour chacun. Et ça, en géopolitique, ça a des conséquences immenses parce qu'en matière diplomatique, on pourrait transcender certains conflits parce que Ron Arquilla et David Ronfeld ont appelé la noopolitique, la politique de la connaissance, la géopolitique de la connaissance. Parce que les échanges de connaissances sont à somme positive, on pourrait transcender certains conflits. Certes, si on partage une réserve d'eau potable, une réserve de pétrole, un champ de blé ou un territoire, si A prend quelque chose, B aura moins. Mais si jamais on partage de la connaissance, alors A et B peuvent être gagnant-gagnant. C'est vraiment ce qu'on appelle le jeu à somme positive. Et il n'y a rien de tel pour faire la paix, en termes d'analyse matérielle, que le jeu à somme positive. Je dis en termes d'analyse matérielle parce qu'il y a l'aspect psychologique aussi, qu'on ne peut pas non plus sous-estimer. L'UNESCO, par exemple, dit « Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut construire la culture de la paix ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez à l'ONU le 16 mai comme journée internationale du vivre ensemble. Développer la culture de la paix, c'est extraordinairement important. Et les réflexions que je viens de vous donner ne sont pas prises en compte dans cet aspect-là. Mais c'est vrai aussi que si vous partagez un territoire, il y a un gagnant et un perdant. Si jamais vous partagez de la connaissance, il n'y a que des gagnants. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne saurait trivialiser en matière géopolitique et dont on n'imagine pas les conséquences. On pourrait faire des masterclass entières, des thèses entières là-dessus. Et je vous laisse bien sûr méditer sur les conséquences parce que oui, les échanges de connaissances peuvent transcender les conflits. Qu'est-ce qui peut aussi transcender les conflits? Le sujet de cette leçon, les jeux. Si la connaissance est le nouveau pétrole, le jeu est le nouveau pipeline. Les jeux ont toujours été très bons pour capter l'attention. Vous regardez les Jeux Olympiques, quand les Grecs voulaient capter l'attention, ils faisaient les Jeux Olympiques, tout le monde regardait, on avait la paix, la trêve olympique. Les Romains, quand ils voulaient avoir la paix dans la cité, ils faisaient les Jeux du cirque, tout le monde regardait, on avait la paix. Certes, là aussi, déjà à cette époque, ce qui était le média le plus compétitif pour capter l'attention n'était pas le média qui distribuait le plus de connaissances, puisque ça a toujours été le problème. Vous voyez, depuis les Romains, chez les Grecs un peu moins, puisqu'on peut dire que les Jeux Olympiques distribuaient des valeurs, des choses qui avaient une vraie valeur économique, sociale, humaine. Bon, autant les Jeux du cirque, un peu moins, même si bon, c'est un peu l'approche du taoïsme. Dans le yin, il y a toujours du yang, dans le yang, il y a toujours du yin, par exemple. C'est pas un hasard si c'est Spartacus qui a fait la révolte des esclaves. Il était gladiateur, mais il a aussi amené les premières considérations des luttes serviles à Rome. Tout ça pour dire que même du divertissement bête et méchant comme les combats de gladiateurs pouvait revêtir quelque atome de prise de conscience sociale, voire même de prise de conscience de la taille de l'Empire, puisque vous aviez des gladiateurs qui arrivaient de tout l'Empire, donc qui distribuaient un respect de leur ethnie. Les Romains apprenaient le respect d'autres ethnies en adulant les gladiateurs, lesquels étaient vraiment adulés pour le coup. D'ailleurs, un des Romains les plus riches de l'histoire était un conducteur de chars. Donc même si vous faites du divertissement bête et méchant, vous pouvez véhiculer des choses qui ont une valeur sociale, philosophique, économique, mais c'est vrai que ça serait mieux que ce fût, disons, au centre, pas à la marge. A priori, les contenus sociaux et philosophiques sont à la marge des combats de gladiateurs, ils ne sont pas au centre. Alors que pour les Jeux Olympiques, ils sont plutôt au centre
qu'à la marge. Et pour les médias type jeu, la ludification, la gamification, ludification c'est pour nos amis québécois qui défendent si bien la langue française, ils ont inventé le terme ludification, et je l'aime bien ce terme parce qu'il sonne un peu fluide. Ludification, fluidification, vous voyez. Or, c'est vrai que la ludification ou la gamification, transformer un travail en jeu, fluidifie les savoirs. Donc, avant même les jeux vidéo, vous aviez les jeux du cirque, les Jeux olympiques pour les Grecs, et vous aviez même chez les Olmèques, donc une civilisation précolombienne, et les Olmèques, c'est fascinant parce qu'il y avait un niveau de modernité dans leur culture du jeu. Ils avaient donc le jeu de balle précolombien qui a évolué en plein de variantes, où on était sur un terrain, le but était d'envoyer une balle à travers un anneau en pierre, et la balle devait rebondir sur la hanche. Et ils avaient donc des balles en caoutchouc, puisqu'il y a des EVA en Amérique centrale, donc ils récoltaient le latex de l'EVA, ils faisaient des balles. Et dans ce jeu de balle, qui était un jeu sacré, bien sûr, dimension religieuse, l'idée était de transmettre bien sûr une culture. C'était très très capteur d'attention. Et ce qui est fou, c'est que les Olmèques, leur modernité, je vous laisse l'évaluer à l'aune de cette phrase un peu simplificatrice, mais qui est exacte factuellement. Quand l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père de Socrate n'était pas encore né, eux, ils regardaient du jeu de balle en mangeant du pop-corn. Donc dans l'Antiquité tardive, tout de même, non, dans la haute Antiquité, pardon, les Olmèques mangeaient du pop-corn en jouant à des jeux de balle. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que de leur civilisation, une des choses qui nous reste, ce sont les têtes monumentales de joueurs de balle. En fait, la civilisation de La Benta dans l'actuel état de Tabasco au Mexique, ce sont des têtes monumentales, les grandes sculptures, et les archéologues pensent que soit elles représentent des joueurs de balle, soit elles représentent des empereurs qui voulaient se faire immortaliser comme joueurs de balle, un peu comme Commode, évidemment, à Rome, a voulu se faire immortaliser comme gladiateur. Bon, ça, c'était quand même, les Romains ont moyennement apprécié, parce que les gladiateurs restaient des esclaves. Un empereur qui veut se faire immortaliser comme esclave, ça passait pas. Alors, mais pour les empereurs olmèques, se faire immortaliser comme joueur de balle, c'était la classe. Tout ça pour dire que ce qui nous reste de la civilisation olmèque est très lié à leur culture du jeu. Pourquoi? Parce que le jeu capte l'attention et le temps. Donc, il peut tourner à vide, comme d'hab. Il peut ne distribuer des contenus sérieux, philosophiques, sociaux, scientifiques que en marge ou bien au cœur. Mais dans tous les cas, si la connaissance est le nouveau pétrole, le jeu est le nouveau pipeline. Bien sûr, entre-temps, vous avez eu le jeu vidéo, bon, le foot, etc. Je veux dire, voyez même ça d'un point de vue, là aussi, marxiste, pour simplifier, parce qu'après tout, c'est un logiciel intéressant pour faire une base de masterclass. Vous aurez compris que je ne suis pas un matérialiste forcené, puisque je fais une économie de la connaissance, mais si on veut analyser les choses sur le plan matériel, un architecte peut construire un stade de 60 000 personnes, un architecte ne va jamais construire un amphithéâtre de 60 000 personnes. Personne ne va réunir 60 000 élèves pour regarder un cours à l'université, alors qu'on peut réunir 60 000 personnes pour regarder un match de foot. Et ça vous prouve à quel point les jeux sont intrinsèquement capables de capter l'attention et que c'est naturel dans leur structure même que de capter l'attention. Peut-être qu'un jour on fera des amphithéâtres pour des cours de 60 000 personnes, c'est ce que j'espère, mais pour l'instant, les jeux ne tournent pas à plein régime pour transférer des savoirs, même si les valeurs du sport revêtent un aspect philosophique intéressant. Donc une fois qu'on est au clair avec ça, étudions la ludification, la gamification. J'aime bien montrer mon image des petits bébés tigres, qui illustre le fait que jouer c'est sain, tous les mammifères jouent pour apprendre, ces bébés tigres s'ils jouent pas, ils vont crever. Ils ne sauront pas chasser, ils ne sauront pas défendre leur territoire, ils vont mourir. Et c'est valable pour les proies aussi, hein. Les proies jouent pour apprendre. Les gazelles, elles sautent, et les bébés gazelles ont des jeux de saut qui en fait dissuadent les prédateurs. Parce que les grands félins en particulier dans la savane, c'est essentiellement du repérage, leur chasse, et donc 90% de leur temps, c'est repérer la proie idéale. Or, quand ils voient des bébés gazelles faire des bonds très hauts, ils se disent, eux non, donc ils vont chasser en priorité les bébés gazelles qui ne sautent pas haut. Donc même les proies jouent, c'est essentiel à leur survie, parce que ça transmet, en fait, ça stabilise des comportements liés à la survie. Or, encore une fois, les bébés tigres, s'ils ne savent pas chasser, s'ils ne jouent pas, ils ne sauront pas chasser, ils ne sauront pas défendre leur territoire, ils ne sauront pas se reproduire, du coup défendre leur territoire pour la reproduction notamment. Ils vont mourir et l'espèce va mourir avec eux. Donc la nature, elle n'a pas le temps de s'encombrer de choses inutiles. Vous allez me dire, ah oui, mais Idriss, il y a quand même la queue du paon, c'est inutile. Oui, ça c'est ce qu'on appelle un phénomène, j'ai oublié le nom, mais on appelle l'effet Veblen en économie.
La théorie du handicap, ça s'appelle. Quand on a un mâle qui montre qu'il est tellement fit, qu'il est tellement adapté, qu'il peut supporter un handicap. Et la queue d'un paon, c'est un handicap. Donc chez certains oiseaux endémiques, c'est une façon de montrer que le mâle est tellement sain, est tellement capable de survivre dans son environnement qu'il peut supporter un handicap. Et du coup, la femelle va le sélectionner sur sa capacité à trimballer ce handicap, typiquement la queue du paon, qui sert à rien d'autre. Du coup, en un sens, ça sert, parce que c'est un indicateur de fitness en biologie. Mais le fait que tous les mammifères jouent pour apprendre, ça nous démontre définitivement que le jeu, c'est sérieux. Et qu'on devrait arrêter de considérer le jeu comme quelque chose qui n'a pas sa place dans l'enseignement. Donc le jeu est la fibre optique des transferts de connaissances. J'avais pris le cas d'Angry Birds, où là, c'est 300 millions d'heures par jour, au sommet. Maintenant, les gens ne jouent plus à Angry Birds, mais à l'apogée d'Angry Birds, c'était 300 millions d'heures par jour, et vous pouvez être sûr que c'est des heures à attention maximale, parce que le principe d'un jeu, c'est ça. Vous êtes dans un tunnel, vous êtes quasiment en situation d'autisme, donc quand vous jouez à un jeu, il y aura un apocalypse zombie dehors que vous n'y feriez pas attention. 300 millions d'heures par jour, et Minecraft, l'humanité a accumulé 65 millions d'années à jouer dessus. C'est la distance qui nous sépare des dinosaures. Donc on est vraiment sur quelque chose de sérieux. Les jeux sont la fibre optique des transferts de connaissances et pourraient être un substitut crédible au cyberpunk où on mettrait des puces dans la tête des gens. Bien sûr, vous avez aussi le cas des jeux qui permettent de faire de la recherche. Il y avait eu Galaxy Zoo ou Foldit. Donc Foldit, c'était un jeu où on reployait une protéine. Maintenant, il est obsolète, parce que Google est parvenu avec l'intelligence artificielle à faire mieux que la communauté. Mais avant, calculer la forme d'une protéine en 3D, ça valait très cher, ça vaut toujours très cher d'ailleurs, en pharmaceutique. Ils avaient créé ce jeu, Foldit, auquel n'importe qui pouvait jouer. Vous vous amusiez à reployer une protéine sans savoir ce que vous faites, c'est une sorte de sudoku pour vous. Et en faisant ce jeu, les gens trouvaient des formes 3D possibles de protéines virales et pouvaient, ça vaut 1 milliard, c'est-à-dire trouver un inhibiteur d'une protéine virale, ça vaut littéralement 1 milliard de dollars pour une compagnie pharmaceutique. Donc on ne peut pas dire plus sérieux que ça, comme on parle de serious gaming, de jeu sérieux, on ne peut pas faire plus sérieux. Et ce jeu, beaucoup de gens y ont joué et ils ont découvert plein de formes de protéines. Celle que je vous ai mise dans les slides, c'est une protéine du virus de l'immunodéficience simienne, qui est un cousin du VIH, du sida. Vous avez eu le cas de la mère de famille qui, j'ai oublié son nom, là, son nom m'échappe, mais qui a un site qui s'appelle Teach Besides Me ou Learn Besides Me, donc apprends-moi à mon insu. Apprends-moi à mon insu, Teach Beside Me. Ou par exemple, pour apprendre à ses enfants la classification périodique des éléments, bon, pourquoi pas, ça sert à rien, mais c'est la classe, si vous candidatez à un collège-lycée, vous dites, moi je connais tous les éléments chimiques par cœur, c'est stylé. Même les prix Nobel ne les connaissent pas en un sens. Elle les a fait jouer à la bataille navale dessus. Donc, la grille de la bataille navale, où ils plaçaient leurs cuirassés, leurs croiseurs, machin, c'était pas une grille comme les échiquiers, c'était la classification périodique des éléments. Et pour déclarer le tir, au lieu de dire B12 cuirassé touché, il devait dire uranium 235 cuirassé touché. Et en 3 mois, ces gosses connaissaient par cœur, bon pardon pour les Québécois, j'ai dit gosses, ces enfants connaissaient par cœur la classification périodique des éléments. Pourquoi? Parce que le jeu capte l'attention. Donc en médecine, on a la chirurgie laparoscopique dont je parle dans mes conférences, où un chirurgien opère avec des manettes et un écran. Ça a été démontré notamment par Nintendo que les chirurgiens qui jouent à la console sont plus performants sur la chirurgie laparoscopique, avec des conséquences sur la société majeures, moins de réopérations, parce que c'est réalisé en ambulatoire, moins de dépenses donc pour la sécurité sociale. Et puis après, vous avez bien sûr la télémédecine, où là c'est encore plus compétitif. Vous voyez des gens maintenant qui arrivent à recoudre un grain de raisin en télémédecine avec des systèmes de cerveau-commande. Pareil, les médecins qui jouent aux jeux vidéo sont plus performants là-dessus, c'est démontré. À l'échelle militaire, là je vous ai mis la slide du général Patton qui faisait ses propres uniformes, parce qu'en fait, comme vous le voyez sur l'image, c'est un uniforme inspiré du football américain, parce que le football américain rentrait dans la culture stratégique américaine. D'ailleurs, quand le général Norman Schwarzkopf, alors j'en suis pas un grand fan, parce que je suis pas un grand soutien de la première ni de la deuxième guerre en Irak, mais juste pour que vous ayez la référence, là vous avez dans cette image, sur cette image, le général Norman Schwarzkopf et le général Colin Powell en train de se prendre un petit thé à la menthe avant l'invasion de l'Irak. Il faut savoir que pour briefer ses troupes, Schwarzkopf a utilisé une stratégie de football américain. Parce que le summum, c'est la culture. Quand le football est rentré dans votre culture, vous pouvez briefer tous vos officiers supérieurs, vos colonels, vos majors, en leur disant, oui, major pour les Américains, c'est pas un grade d'officier, de sous-officier, c'est un grade d'officier supérieur.
C'est l'équivalent de commandant pour les Français. Vous pouvez donc briefer tout le monde, la connaissance circule mieux, plus vite, plus clairement, parce que c'est limpide, tout le monde connaît le football, donc vous n'avez qu'à dire, on va faire un Hail Mary, un Je vous salue Marie, c'est une stratégie au football américain, et tout le monde comprend. Et d'ailleurs, pendant la bataille des Ardennes, quand les parachutistes allemands utilisaient, c'est illégal bien sûr, mais même les Alliés l'ont fait, utilisaient l'uniforme de l'adversaire pour le confondre. Donc pendant la guerre des Ardennes, les Fallschirmjäger allemands prenaient l'uniforme des Américains et déplaçaient les panneaux de signalisation, semaient le désordre derrière les lignes ennemies. Et ben pour les confondre, justement, on utilisait des références sportives. Donc vous aviez la police militaire qui arrivait, les mecs parlaient un anglais impeccable avec un accent nickel et avaient des cigarettes américaines, mais pour savoir qu'ils n'étaient pas américains, on leur posait des questions sur le Super Bowl ou sur les World Series au baseball. Ça a donné un épisode marrant où David Niven, donc le cerveau notamment, et aussi le premier Casino Royale, la version humoristique, qui était officier britannique, avait dû être interrogé par la police militaire et il savait pas répondre évidemment parce que les Britanniques ils connaissent rien en baseball, moi non plus j'y connais rien. Alors il avait répondu écoutez j'en sais rien pour votre question du baseball, mais par contre je peux vous dire qu'en tant qu'acteur j'ai joué avec Ginger Rogers dans un film. Ça les avait convaincus. Donc le jeu, culture commune, transfert de connaissances, et ça va jusqu'à le général Patton qui fait un uniforme de tankiste inspiré du football américain, le général Schwarzkopf qui briefe ses troupes avec du football américain. Et là, je vous ai mis aussi le cas de Eric Marks, qui était, alors ils en parlent dans Le Jour le plus long, la slide que je vous mets, c'est l'acteur, c'est pas le vrai Eric Marks, c'est l'acteur qui le joue dans Le Jour le plus long. Et vous avez cette scène mythique dans Le Jour le plus long, mais qui est exacte historiquement, où Eric Marks va couper un gâteau parce que son anniversaire tombe le 6 juin, donc déjà sa journée commence mal. Et Eric Marks, il avait fait des wargames, des Kriegspielen, à Rennes, en Bretagne, où il jouait les Alliés. Parce qu'en fait, les Allemands faisaient des jeux de guerre pour anticiper les prochaines actions des Alliés. Et Eric Marks, étant un fin stratège, il joue les Alliés dans un wargame et il se dit, bon, tous les manuels militaires disent qu'une opération amphibie, un débarquement, ça nécessite 3 facteurs clés de succès. Une chaîne de ravitaillement courte, la logistique c'est essentiel, hein. On dit à l'armée que les amateurs parlent de stratégie, les professionnels parlent de logistique. Ça nécessite bien sûr de la discrétion, donc ça veut dire une nuit sans lune, et ça nécessite de débarquer des tanks, donc une marée basse pour pouvoir manœuvrer sur les plages. Et Eric Marks dit, bon, moi je suis pas plus con qu'un autre, si je sais ça, le mec en face il le sait aussi, c'est dans ses manuels à lui, si c'est dans mes manuels à moi. Donc, je vais faire tout le contraire. Et dans ce wargame, par ce wargame, grâce à ce jeu, eh ben, il va dire, moi je pense que les Alliés vont débarquer avec une lune, en tout cas pas sans lune, au moins un minimum de lune, peut-être même la pleine lune, marée haute, donc sans char, et pas au Nord-Pas-de-Calais, chaîne logistique courte, mais en Normandie. Personne ne l'a pris au sérieux, alors qu'il avait trouvé exactement où allaient débarquer les Alliés avec son wargame. Donc si ça termine pas, ça n'achève pas de vous convaincre que les jeux sont sérieux et que les types qui disent que les jeux sont des pertes de temps sont des triples bouffons, quand vous avez même un général américain qui envahit l'Irak en briefant ses troupes à partir d'un jeu, quand vous avez le plus grand général de l'histoire américaine, Patton, avec Grant, qui fait des uniformes basés sur le football américain, et quand vous avez Eric Marks qui anticipe que les Alliés vont débarquer en Normandie plutôt qu'au Nord-Pas-de-Calais grâce à un jeu, si ça suffit pas à vous donner une culture pour expliquer à n'importe qui que le jeu c'est sérieux, je peux plus rien faire pour vous. Donc voilà l'essentiel pour la ludification. Rappelez-vous cette métaphore. Si la connaissance c'est le nouveau pétrole, eh bien clairement le jeu c'est le nouveau pipeline.